Merci Olivier de la Doucette de me permettre cette année encore de faire le point sur l'actualité concernant cette maladie. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois ici, je suis un peu contraint de répéter et apprendre pour cela des choses que j'ai déjà dites au cours des précédents entretiens, puisqu'on en est à notre combien ? Notre 5e entretien. Voilà, donc je crois que c'est important quand même que vous soyez informés d'un certain nombre de choses que j'ai pu dire au cours des entretiens précédents. La première chose que je voudrais dire, c'est fondamental parce qu'il y a une grande inquiétude chez nos concitoyens aujourd'hui concernant la plainte de mémoire, qui est un phénomène finalement, je dirais, banal, tellement banal qu'il est partagé par tous. C'est-à-dire que c'est normal de se plaindre de sa mémoire. À l'extrême, en poussant le paradoxe, je dirais que ce n'est pas normal de ne pas se plaindre de sa mémoire. Donc la plainte de mémoire est un phénomène banal, et c'est un phénomène qui témoigne le plus souvent de troubles attentionnels et non pas d'un trouble de mémoire proprement dit. Le trouble de mémoire, c'est l'incapacité à mettre en mémoire des informations nouvelles, des informations que l'on veut retenir. Là, ce dont on se plaint dans notre vie quotidienne, c'est de ne pas se rappeler de choses sans importance qu'on n'avait pas vocation à mettre en mémoire. Donc, vous avez une liste, je vais parvenir, une liste de situations dans lesquelles on peut être amené à avoir cette plainte de mémoire. C'est un phénomène banal. La deuxième chose que j'ai eu l'occasion de dire au cours des années précédentes, c'est l'intérêt de consulter, en revanche, en cas d'oubli signifiant. Et là, je vous demande de bien faire attention à la différence qu'il y a entre ne pas se rappeler de l'emplacement de ses lunettes ou de son journal, qui n'a aucune signification pour soi-même, donc c'est normal qu'on ne cherche pas à le mémoriser, mais en revanche, un épisode de la vie qui vous concerne, le deuil d'un être cher, la visite d'un ami, ce sont des choses qu'on ne doit pas oublier. Et lorsque un sujet oublie une information qui a une signification pour lui, pour son histoire personnelle, là, il faut être très attentif, il ne faut pas hésiter à consulter le médecin généraliste pour lui parler de cet épisode, et c'est lui qui verra comment, à ce moment-là, prendre en charge au mieux le diagnostic de la personne. La troisième information que j'ai eu l'occasion de dire et que je rappelle, qui est importante, c'est que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétique. Il faut que les choses soient claires. C'est une question qui est régulièrement posée. Ce n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie qui nous inquiète parce que nous avons souvent dans nos familles un parent qui en a été atteint, un oncle, une tante, un grand-père. Et donc on se pose la question de savoir si ce n'est pas une maladie qui se transmet dans cette famille-là. Non, ce n'est pas une maladie génétique, et regardez bien ce qui vient après, mais c'est une maladie naturellement fréquente, raison pour laquelle, pour peu que l'on vive un peu vieux dans votre famille, eh bien naturellement, on arrive à l'âge où la maladie devient fréquente et où donc on a l'impression qu'elle touche plus particulièrement notre famille. Non, c'est simplement parce que cette maladie est naturellement fréquente. Enfin, dernière chose que j'ai eu l'occasion de dire au cours des années précédentes, c'est d'insister sur, je dirais, l'effet bénéfique d'une prise en charge globale. Il est maintenant établi que l'espérance de vie, la qualité de la vie de nos patients s'est considérablement améliorée au cours de ces 20 dernières années, non pas tant parce qu'on a trouvé des traitements qui, vous le savez, ne sont pas très efficaces, mais plutôt parce qu'on a su mobiliser autour du patient des ressources qui, petit à petit, ont amélioré la qualité de la prise en charge et aussi l'éducation des aidants. Certains d'entre vous sont des aidants et donc comprennent mieux la façon de se comporter par rapport à un patient. Et le résultat des cours, c'est que la prise en charge, la prise en soin de nos patients s'est considérablement améliorée au cours de ces dernières années. Alors, je vais résumer maintenant en 8 points l'actualité concernant la maladie d'Alzheimer. Première actualité, on connaît, et grâce notamment à Stéphane Le Hérissi, ici présent, on connaît la progression des lésions. On sait maintenant que ces lésions commencent au niveau de l'hippocampe, qui est cette petite région du cerveau, je crois que j'ai un pointeur, située ici. Voilà, l'hippocampe. La maladie débute dans cette région, qui est une région qui nous permet de mettre en mémoire des informations nouvelles, raison pour laquelle la maladie d'Alzheimer est d'abord et avant tout une maladie de la mémoire qui s'installe de façon progressivement, et donc le syndrome amnésique est généralement inaugural. Donc je vous renvoie à ce que j'ai dit au début, voilà toute la difficulté qu'il y a sur le plan clinique de faire la part entre un trouble de mémoire banal,
attentionnel et un trouble de la mémoire signifiant, comme dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer. Deuxième notion fondamentale qui a complètement changé, je dirais, bien sûr, les capacités diagnostiques dans certains cas, mais surtout la connaissance que nous avons de cette maladie, je vous expliquerai pourquoi. Les lésions de la maladie d'Alzheimer, maintenant, peuvent être visualisées du vivant du sujet. Je peux, ce soir, aller me faire cet examen qui s'appelle un PET scan et qui me dira si j'ai ou non les lésions de la maladie d'Alzheimer. Je vous dirai pourquoi on peut se poser la question avant même qu'on en ait les symptômes. Voilà, vous avez ici, là je vous montre la grille de lecture de cette planche. En bleu, c'est froid, il n'y a pas de lésions. Et plus on va vers le jaune et le rouge, plus il y a des lésions. Vous avez à gauche le cerveau d'un sujet contrôle. Vous voyez qu'il n'y a pas de lésions chez ce sujet-là. Et là, vous avez un sujet atteint de maladie d'Alzheimer. Et vous voyez là qu'on est entre le jaune ici et le rouge ici. Il y a beaucoup de lésions dans le cerveau. Il y en a partout dans le cortex cérébral et notamment dans la région antérieure, la région frontale et ici dans la région pariéto-temporale. Ce patient a une maladie d'Alzheimer. Il a les lésions de la maladie. On peut donc, avec cet examen, qui est un examen très sophistiqué, qui n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, on peut faire le diagnostic de façon formelle de la maladie. C'était la deuxième actualité que je voulais vous dire. Troisième actualité, et c'est une actualité qui vient de l'observation de sujets qui ont une maladie génétique. Je vous ai dit que la maladie d'Alzheimer n'était pas génétique. J'ai un tout petit peu exagéré. Elle peut l'être dans de très rares cas, moins de 1% des cas, 0,3% des cas. Et dans ces cas-là, elle survient toujours très jeune, elle survient toujours avant 50 ans. Mais ces patients, ces sujets qui sont porteurs d'une mutation génétique sont extrêmement importants pour la recherche. Il y avait un article dans le JDD de cette semaine qui insistait justement et qui expliquait combien ces sujets sains et qui sont porteurs d'une mutation sont informatifs pour la connaissance de la maladie. En effet, vous avez ici l'âge supposé du début de la maladie chez eux, et vous voyez que 10, 20 ans avant, il y a déjà des changements, et notamment, il y a, vous voyez, un dépôt de protéines amyloïdes dans leur cerveau. Je vous renvoie à la diapo précédente. Ces patients, ces sujets sains, si on leur fait un scanner, un PET scan ici ou ici, même 15 ans avant, ils ont déjà les lésions de la maladie. Donc, grâce à l'observation de ces sujets normaux, mais qui sont porteurs de la mutation génétique rarissime, mais malgré tout qui existe, eh bien, nous avons pu apprendre que les lésions de la maladie anticipaient le début de la maladie de 15 ans, peut-être même plus. Donc ça, c'est la troisième notion. Quatrième notion importante, la recherche thérapeutique est actuellement très active et je parle, si vous voulez, d'une nouvelle vague de traitements. Après les traitements symptomatiques, il y a maintenant des traitements qu'on appelle des disease modifiers, des médicaments qui cherchent à modifier la maladie elle-même, qui attaquent les lésions de la maladie et notamment la constitution de cette protéine amyloïde, vous voyez, qui se dépose ici. Eh bien, nous connaissons maintenant toute la cascade biologique qui part d'ici, qui passe par là et qui crée des petites briques comme ça, des briques de protéines anormales qui vont s'agréger pour former des plaques amyloïdes. Eh bien, maintenant, aujourd'hui, il y a en cours, vous voyez, toute une armada de traitements qui est actuellement développée, qui vise à bloquer cette cascade. Et si on arrive à la bloquer ici, ou ici, ou ici, ou ici, il ne se formera plus de plaques amyloïdes, il ne se formera plus des lésions qui envahissent le cerveau de nos patients. Alors je voudrais juste vous parler de ce qu'on appelle l'immunisation, c'est-à-dire le vaccin, vous voyez, qui bloque le peptide amyloïde dans ses différentes formes. Il y a beaucoup de recherches en cours sur le peptide amyloïde, sur le vaccin anti-amyloïde. Vous avez peut-être entendu parler de ces recherches. Pour l'instant, ces recherches sont négatives et c'est pour ça qu'on était assez pessimiste, notamment il y a 2 ans. Mais actualité importante, en réalité, ces médicaments qu'on appelle les anticorps monoclonaux sont des médicaments qui fonctionnent, qui marchent, qui bloquent en partie les lésions de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est un résultat, à mon avis, essentiel, sur lequel on n'a pas assez insisté. On va en parler. C'est vrai que ces médicaments ne modifient pas les symptômes de la maladie, mais ils bloquent les lésions
vous avez vu cette cascade dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, ces médicaments empêchent la survenue des plaques amyloïdes. Et vous en avez la preuve ici, dans une étude qui a été réalisée avec un de ces anticorps monoclonales. Vous avez ici des sujets sous placebo et ici des sujets traités par le médicament. Et vous voyez que par rapport à la concentration de peptides amyloïdes qu'ils ont à J0, à la baseline, vous voyez que alors que les sujets sous placebo voient progressivement les lésions augmenter dans leur cerveau, puisque la maladie continue à se développer, eh bien ceux qui sont traités par le médicament voient la concentration des lésions dans leur cerveau diminuer, montrant ainsi que ces médicaments, que nous avons aujourd'hui des médicaments qui bloquent ou qui interagissent avec les lésions de la maladie. C'est un résultat, à mon avis, qui est quand même très important à bien garder en mémoire. Alors, bien sûr, cette nouvelle donnée est considérable. Et comme je vous ai dit, et là je vous demande de bien suivre le raisonnement, comme je vous ai dit qu'il y avait des lésions avant même que les symptômes n'apparaissent, et qu'il y a des médicaments qui bloquent les lésions, tout naturellement la question aujourd'hui, même si c'est un peu de la science-fiction, est de se dire peut-être qu'il faudrait traiter des gens normaux qui ont les lésions et pas encore la maladie. C'est assez logique. Si vous bloquez les lésions, vous empêcherez l'apparition des symptômes. Eh bien, cette idée est actuellement à l'épreuve, puisque aux États-Unis a commencé une étude, l'étude A4. Des collègues américains ont décidé de traiter des gens normaux chez lesquels ils ont mis en évidence qu'il y avait ces lésions dans le cerveau, et ils vont les traiter avec ces anticorps monoclonaux, puisque ces anticorps bloquent les lésions de la maladie et donc devraient empêcher l'apparition des symptômes. L'idée est très séduisante. Cela dit, elle pose des problèmes éthiques dont je voudrais vous parler maintenant. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé en France de ne pas faire cette étude. La première question, c'est que ces sujets normaux, qui sont biomarqueurs positifs, qui ont les lésions dans leur cerveau, vont-ils tous évoluer vers une maladie d'Alzheimer? Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas encore l'histoire naturelle de ces lésions. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces sujets? Il faut leur dire qu'ils ont la maladie? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils ne l'auront jamais. Et a-t-on le droit de traiter des gens pour une maladie qu'ils n'auront peut-être jamais? Donc vous voyez, il y a un enjeu éthique très fort derrière cette préoccupation. Deuxièmement, et quand bien même ils développeraient tous la maladie, quand vont-ils la développer? Je vous ai dit tout à l'heure, 10, 15 ans peut-être, 15, 20 ans. Faudrait-il à ce moment-là les traiter pendant 20 ans? On ne sait pas. Quelle durée pour ces études? Quels critères de présélection à l'inclusion? Plein de données qui nous manquent pour s'engager dans cette aventure thérapeutique qui, à mon avis, est quand même assez risquée. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré, nous, en France, qu'il fallait connaître l'histoire naturelle de cette maladie, mieux décrire ce qui se passe quand on a des lésions dans son cerveau et identifier des marqueurs prédicteurs d'une conversion future, parce que si on arrive à isoler des facteurs qui prédisent, cette fois-ci de façon formelle, la survenue de la maladie, eh bien là, on aura la population qu'il faudra traiter. Voilà, donc là, je vous mets juste les facteurs que l'on peut imaginer qui peuvent intervenir sur le risque de conversion vers une maladie nouvelle. Eh bien, ces facteurs, je passe, vous voulez, c'est la comorbidité, c'est la réserve cognitive, c'est des facteurs, par exemple, de compensation. On sait, par exemple, qu'il y a des facteurs de compensation. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivité des neurones restants. Il y a moins de neurones, mais ils travaillent plus. L'effet, c'est que la fonction va être préservée, alors même qu'il y a une altération de la structure. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent modifier, moduler la date d'apparition d'une éventuelle maladie, peut-être même empêcher son apparition. Et c'est ce qu'il nous faut connaître. Alors voilà le modèle sur lequel nous travaillons à la Salpêtrière avec Stéphane et avec d'autres. Voilà ce modèle. Finalement, on peut opposer deux situations complètement différentes. Si vous avez ici le risque d'avoir la maladie, ici le risque d'avoir la maladie, il y a deux situations extrêmes. Premièrement, vous n'avez pas les lésions. Et si on n'a pas les lésions, eh bien on n'aura pas la maladie. Pour faire simple, ceux qui n'ont pas les lésions dans leur cerveau, eh bien ils n'auront jamais la maladie d'Alzheimer. Et puis vous avez un deuxième groupe, ce sont ceux qui ont les lésions de la maladie, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'ils auront la maladie? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et nous considérons que peut-être le fait d'avoir seulement les lésions n'est pas suffisant. C'est nécessaire, je viens de vous le dire, mais c'est peut-être pas suffisant pour développer la maladie. Et nous considérons qu'il faut autre chose,
ce que j'ai appelé le processus dynamique de conversion, c'est-à-dire quelque chose qui se surajoute et qui fait que ça va booster un peu l'effet lésionnel pour atteindre ce seuil de la maladie. Donc ce que nous cherchons à comprendre, nous, c'est quels sont ces facteurs qui jouent sur ce processus dynamique de conversion, soit dans un sens, soit dans un autre, et quels sont les éléments qui nous permettraient de se dire, tiens, il y a une conversion qui est en marche. Donc essayons d'identifier dans le cerveau des anomalies très précoces qui anticipent la survenue de la maladie, car à ce moment-là, eh bien, si on a ça qui peut être réuni et isolé, eh bien, on pourra traiter ces patients, car ceux-là, on est sûr qu'ils vont développer la maladie. J'espère que j'étais clair, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est l'étude INSIGHT, cette fameuse étude dont vous avez peut-être entendu parler la semaine dernière, on en a un peu parlé dans les médias. C'est l'étude que nous menons actuellement à la Salpêtrière et qui consiste dans le suivi de 400 sujets âgés, normaux, qui nous font, je dirais, la confiance et qui s'engagent avec nous dans ce projet. Les critères d'inclusion, je vous dis ça parce que je vais faire un appel au peuple. Donc, écoutez, regardez bien cette planche et voyez si vous rentrez dans le cadre et si vous avez envie de nous aider. Donc, âgés de 70 à 85 ans, région parisienne, parce que c'est une étude monocentrique, ce n'est qu'à la Salpêtrière qu'elle se passe, plainte mnésique isolée, c'est-à-dire, un petit peu de plainte quand même pour justifier quand même tout ce qu'on va vous faire. Bilan absolument normal, donc il faut que vous soyez parfaitement normaux, et ça, on vous fera un bilan très exhaustif. On vous fera notamment un PET amyloïde pour savoir si vous avez les lésions de la maladie d'Alzheimer. On ne vous le dira pas. On ne vous dira pas si vous les avez ou si vous ne les avez pas. Mais on vous suivra dans tous les cas. Et puis, disponibilité d'un informant. Alors voilà le genre de cuisine qu'on va vous faire. C'est très long. Hein. C'est très long. Il faut être très courageux. Très courageux parce qu'on va vous faire des bilans, des tests de mémoire. On va vous faire un PET amyloïde. On va vous faire. On n'en fait pas le LCR, c'est optionnel. Mais on va vous faire un PET FDG, on va vous faire des IRM, des EEG, des analyses génétiques. Enfin, on va bien s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Bon, c'est assez pénible, c'est assez pénible. Mais, vous voyez, il y a quand même, on a beaucoup de chance, on a déjà 250 sujets, 250, on est 265, vous voyez. On est même au-dessus de la courbe de prévision, vous voyez, on a commencé il y a juste un an. Eh bien, on a déjà 250 personnes qui participent à l'aventure. Inutile de vous dire qu'on leur est extrêmement reconnaissant parce que il y avait un petit pari. On m'avait dit au début, tu n'y arriveras pas à la faire. Eh bien, si, on a fait une petite émission à la télé, puis on a eu beaucoup de participation. On en est très, très heureux car cette étude est en train d'être pratiquement terminée. On est 265. On a fait plus de la moitié, donc on va le faire très facilement. Je vous donne à tout hasard le téléphone. Je salue mon confrère et collègue et ami, le professeur Amiesen, et je vous remercie d'être là. Voilà le téléphone 06 60 38 58 62. J'espère que vous avez tous pris note. Je laisse une seconde encore, le temps que vous ayez bien le temps de noter. 06 60 38 58 62, si vous êtes intéressé. Bruno, il vous manque combien de patients encore ? Il nous en manque une centaine. Ne pas oublier la prévention, si vous avez bien compris ce que je vous ai raconté sur ces lésions qui sont dans le cerveau et qui vont s'exprimer plus ou moins en fonction d'un certain nombre de facteurs, eh bien, il est maintenant établi que tant qu'on n'a pas encore ces médicaments pour guérir, eh bien, on peut quand même prévenir, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur ces facteurs, je dirais, latéraux qui vont déplacer le curseur de l'expression de la maladie dans le bon sens, c'est-à-dire retarder son expression. Et il a été montré, par exemple, que si on arrive à retarder ne serait-ce que de 5 ans le début des symptômes, eh bien, on diminue de 50%, vous voyez, on arrive à diminuer de 50% la fréquence de la maladie. Donc la prévention, eh bien, il y a un certain nombre de facteurs que l'on peut contrôler, des facteurs dits modifiables. Il y a ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, avec le tabagisme et l'hypertension artérielle et le diabète et les facteurs de risque vasculaire. Mais il y a aussi, et c'est très important, le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation joue un rôle très important dans la prévention et le retard à l'expression d'une maladie et des lésions qu'on a par ailleurs. Donc l'idée, vous voyez, c'est que si on développe très tôt ce réseau synaptique considérable, je pense que M. Amiesen en parlera,
sur les réseaux synaptiques considérables qui caractérisent le potentiel de notre cerveau, eh bien, on peut, dans une certaine mesure, tamponner, vous voyez, retarder l'expression de la maladie par ailleurs. Et je voudrais juste vous montrer un résultat qui va dans ce sens. C'est une étude récente et qui à partir de l'analyse d'une cohorte à la Mayo Clinic, montre que par rapport, vous voyez, alors vous avez les lésions dans le cerveau. Ici, vous avez les lésions dans le cerveau, et vous voyez que l'âge de survenue des symptômes va dépendre de ce qu'ils appellent le style de vie. Et si vous avez un style de vie favorable, eh bien, vous allez retarder l'expression de la maladie. C'est exactement le modèle que je vous propose. C'est, vous voyez, ce curseur qui va se développer dans un sens, qui va se mettre en place dans un sens ou dans un autre, en fonction du style de vie que l'on a, activité physique, activité psychique, stimulation cognitive, interaction sociale, activité sportive, un certain nombre d'activités qui vont petit à petit jouer sur la plasticité cérébrale et retarder, vous voyez, déplacer dans ce sens-là l'expression éventuelle d'une maladie qu'on a par ailleurs. Un diagnostic sanguin, 8e et avant-dernière question, diagnostic sanguin. Vous avez entendu parler, parce que les médias relèvent souvent ce genre d'informations, eh bien, il y a un peu plus d'un an, on a de nouveau entendu parler de la possibilité, simplement par une prise de sang et par l'étude de la concentration de certains phospholipides, de faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, c'est très troublant, parce que est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences que ça pourrait avoir si on pouvait simplement par une prise de sang, on parle le matin, se faire une prise de sang, indépendamment de toute notion médicale, indépendamment de tout contexte clinique, indépendamment de toute prise en charge, on vous apprend le soir même, sur un petit compte-rendu par un laboratoire, biomarqueur compatible avec la maladie d'Alzheimer. C'est effroyable. Et heureusement, la nature est bien faite, car je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que l'on pourra, par une simple prise de sang, faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et ce travail qui a été publié dans Nature Médecine, qui est une remarquable revue avec des reviewers excellents, est passé à travers, je dirais, les fourches codines d'une très bonne critique. Et nous l'avons faite, cette critique. Nous avons écrit à l'éditeur de Nature en lui disant, avec toute mon équipe et tous mes collaborateurs, on a analysé ce travail et nous considérons que c'est un travail qui n'était pas d'excellente qualité pour toutes ces raisons-là. Et donc nous considérions qu'il fallait apporter un correctif. Eh bien, l'éditeur de cette grande revue n'a pas souhaité publier notre mise au point. Qu'importe, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réserves sur ce type d'approche. Je pense qu'il n'y a pas encore aujourd'hui d'arguments pour vraiment s'embarquer dans l'aventure du diagnostic par une prise de sang. Alors, je crois que c'est la dernière actualité, parce que vous en avez beaucoup entendu parler aussi, c'est la toxicité des benzodiazépines, qui a été soulevée déjà par une équipe française et qui vient d'être, entre guillemets, confirmée par une autre étude réalisée au Canada. Et vous avez là l'idée que la consommation de benzodiazépines avant la survenue d'une démence de type Alzheimer favoriserait ou augmenterait le risque de développer cette maladie. Alors, l'étude est assez bien faite. Il y a quand même un nombre conséquent de sujets qui sont suivis, et il montre que la présence de benzodiazépines dans les années qui précèdent augmente le risque de façon significative, on va dire. Alors, le problème là aussi, c'est qu'il y a des facteurs dits confondants, c'est-à-dire il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on publie ce genre de données. En effet, outre le fait que le diagnostic de maladie Alzheimer n'est pas conforté de façon définitive, et c'est très important, parce que de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de troubles cognitifs de type démentiel? Et ça, on peut comprendre que les benzodiazépines peuvent diminuer le fonctionnement cognitif, ou est-ce qu'on parle de maladie d'Alzheimer caractérisée par des biomarqueurs spécifiques? Et là, on comprend moins bien comment l'usage de benzodiazépines pourrait intervenir sur le métabolisme amyloïde et favoriser la survenue de ces lésions. Donc il y a cet élément-là, et comme je viens vous le dire, le deuxième facteur confondant, l'effet cognitif des benzodiazépines elles-mêmes. Voilà, donc prudence d'usage, bien sûr. De toutes les façons, les benzodiazépines, il ne faut pas en abuser. Ce sont des produits qui ont une certaine toxicité, je dirais, fonctionnelle. Ça n'altère pas
pour moi, la structure cérébrale, mais ça peut modifier un peu son fonctionnement. Donc la recommandation de l'HAS est très claire là-dessus. Il faut éviter d'utiliser les benzodiazépines plus de 3 mois à la suite. Donc c'est un élément de grande sagesse. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, rien n'est évident et qu'on a parfois des résultats surprenants. Et vous avez notamment ce résultat qui est que l'utilisation d'un antidépresseur très connu, très utilisé, que le docteur de la Doucette doit prescrire très régulièrement parce que je crois que c'est un bon médicament, eh bien ce médicament-là, de façon tout à fait inattendue, diminue à la fois chez la souris, mais aussi chez l'humain, le peptide amyloïde qu'on a dans le cerveau et qui caractérise la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, rien n'est bien certain. Là, vous avez, à l'évidence, vous voyez, la diminution de la concentration du peptide amyloïde comparé aux sujets qui sont sous placebo, et vous avez là aussi la diminution de la concentration de nouvelles molécules synthétisées par le sujet. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est compliqué, ces affaires-là. Je pense qu'il faut être prudent avant de jeter les benzodiazépines, il faut être prudent dans leur consommation, mais je pense qu'il n'est pas encore formellement établi qu'il y ait une relation directe, en tout cas, entre la consommation. Il y a un lien, mais il n'y a pas forcément un lien de causalité. Il faut être assez prudent et ne pas oublier que peut-être certains de ces médicaments peuvent aussi avoir, de façon tout à fait inattendue, un effet bénéfique sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, en gros, le message que je voulais vous dire, les actualités que je voulais vous dire. Et peut-être l'actualité la plus excitante pour nous, c'est celle que je vous ai annoncée tout à l'heure, c'est le fait que l'on puisse visualiser maintenant du vivant du patient les lésions de la maladie, que l'on observe ces lésions chez des sujets normaux, 15 à 20 ans avant même que les symptômes ne commencent. Et donc, ça laisse ouverte, vous voyez, la porte à toute une approche totalement nouvelle dans les maladies dégénératives, qui est celle d'interagir avant même que les maladies n'apparaissent. Mais c'est de la science-fiction. C'est quelque chose qui doit se faire dans le cadre de la recherche et qui doit être piloté par des gens qui ont justement une dimension éthique et qui comprennent les problèmes que cela peut occasionner si on va trop vite. Et c'est ce que nous cherchons à faire, ne pas aller trop vite, prendre son temps, bien comprendre ce que c'est que l'histoire naturelle de ces lésions avant de s'engager dans des aventures thérapeutiques comme c'est actuellement le cas aux États-Unis. Je vous remercie de votre attention.